Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire pour le premier de 2023. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique de l'itinérance et de l'œnotourisme. Je suis ravie de retrouver notre partenaire Open Tourisme Lab en la présence d'Alicia et aussi de Géraldine. Ce matin, nous serons en compagnie des 2 startups, Circuit et Vinowez, qui vont nous présenter, leurs, solutions. Je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas encore participé à nos webinaires, heu, vous pouvez poser vos questions à travers le chat. Alors si c'est des questions, qui sont en lien totalement avec la présentation, et qui nécessitent une réponse, tout de suite, on répondra à la question immédiatement. Sinon, je vous propose de garder les questions une fois que les 2 startups auront fait leur présentation et comme ça, on reprendra les questions au fur et à mesure et on aura un temps d'échange, tous ensemble. Le webinaire est également enregistré. Vous recevrez la présentation, d'ici quelques jours et elle sera également en ligne sur, le site, internet, de Bourgogne Tourisme. Voilà. Je laisse la parole à Alicia qui va nous présenter, donc, les startups et puis, je vous dis bon webinaire et à tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup, Florence. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, on se retrouve pour ce 5e webinaire que nous co-organisons ensemble. Alors, celui-ci, peut-être que vous connaissez déjà ce format ou nos interventions. Aujourd'hui, on va avoir plus d'interventions qu'habituellement. Donc, il se promet d'être riche. En tout cas, on l'espère. Du coup, rapidement, donc, pour ma part, je suis Alicia et donc je travaille dans l'accompagnement startup chez Open Tourisme Lab. Je suis accompagnée, comme le disait Florence, de Géraldine qui se présentera juste après moi. Et on prend quelques instants pour vous présenter en 2 mots ce pourquoi on est là aujourd'hui, effectivement, sur ce type d'action. Donc, Open Tourisme Lab, nos missions au quotidien sont de travailler autour de l'innovation et du tourisme, comme notre nom l'indique, et on l'applique à travers nos 3 métiers, à savoir le premier, qui est de travailler sur le marketing de l'offre, disponible, on va dire, en matière de tourisme qui adresse ce secteur-là. Donc, nous, on accompagne des entreprises qui adressent cette filière. Donc, on a des programmes d'accompagnement de start-up. Deuxième métier, qui est de travailler sur la demande, sur les besoins en matière de tourisme. Donc là, ça se traduit au niveau de notre approche auprès des territoires ou de grands comptes qui adressent ce milieu et dans la recherche et la conception de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc ici, on va venir souvent d'une page blanche et on va aider à l'idéation et à la conception de ce projet. Cet écran est parti. Voilà. J'espère que le partage d'écran est toujours bon. Et ensuite, troisième métier, donc c'est de faire rencontrer ces demandes-là, faire rencontrer les besoins, les offres avec la demande et les besoins à travers des temps événementiels, notamment. Donc voilà, faire rencontrer les startups et avec les acteurs du tourisme, principalement. Aujourd'hui, en tout cas, on se retrouve pour parler d'itinérance et de l'onotourisme, de l'onologie. À travers ce type de format, ce qu'on vous propose, c'est surtout d'apporter notre regard, nos observations terrain, les enjeux qui se passent, les tendances, les phénomènes en matière en tout cas, d'itinérance touristique, si on parle du sujet du jour, dans son ensemble. Donc pour ça, on a un déroulé bien riche qui est prévu, avec une mise en contexte qui sera animée par Géraldine justement. On passera rapidement sur les dispositifs, en tout cas les chiffres contextualisés à la Bourgogne-Franche-Comté évidemment. Et ensuite, on laissera la parole à Pascal et Jean-Yves qui nous proposeront leur retour d'expérience. Et puis enfin, pour terminer, sur un temps d'échange que l'on vous propose sur le dernier quart d'heure de 11h à 11h15, où là, nous, on vous proposera des sujets sur lesquels on rebondira entre nous, mais aussi on vous invite vivement à interagir directement avec nous, soit par le chat ou bien en live sur ce temps d'échange, et bien volontiers. Donc n'hésitez pas d'être toujours en interaction et voilà, et d'inscrire vos questions dans le chat durant le webinaire. Je m'arrête ici pour te laisser la parole, Géraldine. Merci, donc on change le son. Donc, bonjour à tous et merci de votre participation. Donc, je vais prendre 5 minutes pour une mise en contexte de l'onotourisme.
Donc, ce qu'on a pu constater de par notre expérience, mais les grands experts, c'est vous, c'est que d'abord, le viticulteur essaie de construire une première offre seule, donc avec une e-boutique, avec une visite de cave, avec des cours et de la dégustation. Donc, Pascal, par exemple, qui représente, enfin, qui est le CEO, le dirigeant de Vino Vibes, a cette offre-là dans son catalogue. On a ensuite, en étape 2, le viticulteur plus un partenaire. Donc, ce sont par exemple des circuits dans ou autour d'un seul domaine, du domaine du viticulteur. Donc, c'est à vélo, c'est à pied, mais ce sont des circuits en boucle. C'est pour ça que la petite représentation, c'est une boucle ou en étoile. Il y a toujours un retour au domaine. L'offre en étape 3, souvent, c'est d'adjoindre d'autres partenaires. Donc là, on voit arriver l'hébergement. Je vous mets juste après, dans la slide juste après, dans deux slides après, les sources. Vous verrez qu'il y a 32% maintenant des gens qui proposent un hébergement. C'est peu par rapport à, par exemple, la Californie. Ou d'autres activités. Donc, ça peut être de l'exploration bio par Explorama. C'est une exploration nature, par exemple, les salades, on va dire, les jeunes salades au printemps. Ou Explore Bag. On a aussi Explore Games. On a une sélection, on a pas mal de startups puisqu'on a accompagné 100. Là, c'est juste une sélection. Et il y a toujours la possibilité de nous contacter en proposant ou en indiquant votre besoin. On peut éventuellement, là encore, on a une demande, mais on ne l'a pas faite pour l'instant, c'est co-accompagner. C'est-à-dire, vous avez une demande, on a identifié une start-up et on peut travailler ensemble. Pour l'instant, ce n'est pas encore comme ça qu'on fonctionne, mais comme on fait de l'offre sur mesure, c'est possible. Et l'offre en étape 4, qui est aujourd'hui donc dédiée aux deux startups qui sont avec nous, aux deux entreprises qui sont avec nous, ça concerne tous les acteurs d'un territoire. Donc, les acteurs 20, mais on peut adjoindre d'autres acteurs aussi qui se regroupent avec le gestionnaire de territoire pour proposer chacun, en s'organisant, l'intelligence collective, on dit le grand mot et le grand nom, c'est ça, pour proposer des activités différentes sur des circuits. Par exemple, un viticulteur va proposer de la cosmétique, un autre viticulteur va proposer la restauration, un troisième va proposer de l'hébergement plutôt pour une nuitée, le quatrième va proposer de l'hébergement chic. Voilà, donc vous organisez sur un territoire pour augmenter le nombre de nuitées, augmenter le panier de moyens et développer ainsi l'attractivité du territoire. Au niveau des bénéfices pour les domaines du territoire, il y a une diversification des revenus, c'est-à-dire s'il y a une récolte qui n'est pas bonne du tout, le tourisme peut compenser ça, puisque les touristes vont venir, même si le raisin a été abîmé par le gel, il y aura quand même des touristes en saison touristique. Un élargissement de la saison, puisque vous pouvez très bien ouvrir vos... Enfin, de toute façon, vous allez développer l'offre touristique hors saison 20. Et pour le territoire, c'est un accroissement de la visibilité, accroissement peut-être du tourisme de proximité, une récurrence, puisque si un jour vous voulez faire de la cosmétique, enfin du bien-être, un autre jour vous ferez peut-être du yoga chez un autre viticulteur, un troisième vous ferez du vélo chez encore un autre viticulteur. Donc la gestion des flux touristiques aussi, plus globalement, sur un territoire comme là où on est installé, c'est-à-dire dans le sud, il y a la côte bondée, et il y a toute la partie vigne qui est encore préservée et où il peut y avoir davantage d'offres touristiques. Merci. Donc, je vous ai indiqué quelques facteurs de réussite. Tout d'abord, pour commencer le no-tourisme, il faut avoir envie de contact, avoir le sens du contact, parce que sinon, ça marchera quand même moins bien, parce que c'est vraiment un no-tourisme, il y a tourisme dedans, donc respecter les prérequis. Deuxièmement, avoir du réseau. Alors, pour pouvoir commercialiser, parce que pour vendre aujourd'hui sans réseau Internet, on n'y arrive pas, mais aussi pour pouvoir se promener. Si vous n'avez pas du tout de réseau et qu'on ne peut pas vous géolocaliser, ça va être compliqué de faire une offre avec une balade dans les vignes. Ensuite, j'ai deux critères qui sont un petit peu plus étoffés, je dirais. C'est que la motivation intuitive quand un viti ou un vigny ou un viticulteur démarre, c'est que le no-tourisme, c'est vendre plus de bouteilles. Alors, vous verrez dans les sources après, il y a une data visualisation d'Atout France qui montre qu'il y a beaucoup de déceptions de ce côté-là. Parce que peut-être que le touriste n'achète pas forcément les bouteilles sur place parce qu'il n'a pas envie de s'embêter, parce que, pour plein de raisons. En revanche, si vous faites le cheminement de vous considérer comme un prestataire touristique à part entière, vous avez une offre
qui est pratiquement égale à toute la palette tourisme. Choisissez celle qui vous convient. Et les offres tourisme, elles sont rentables. Si elles n'étaient pas rentables, on ne serait pas le premier pays du monde en tourisme. Donc, il y a quelque chose qui vous correspond. Simplement, il faut que vous passiez du mental exploitant vitivinicole à prestataire touristique. Pas évident. Voilà. Si vous confiez votre offre à des prestataires, vous n'avez pas non plus à développer une multitude de compétences qui ne sont pas les vôtres d'origine en étant exploitant. Voilà, donc c'est aussi l'avantage. L'autre petite chose un petit peu pas forcément évidente que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est que vous croyez souvent qu'un visiteur vient pour mieux connaître le vin. Alors, c'est vrai pour certaines catégories de clientèle. Donc, regardez bien quelle clientèle viennent. Essayez de mesurer. Là aussi, aujourd'hui, on ne vous présente que des startups expérientielles, c'est-à-dire qui proposent une expérience. Mais on a aussi des startups qui améliorent le marketing et qui sauront, par exemple, mesurer vos données pour savoir quelle clientèle vient et pouvoir anticiper l'année prochaine, hors Covid, etc., qui risque de venir. Vous avez, par exemple, 46% de couples, 33% de familles, 12% d'Américains. Voilà. Les Américains sont très friands d'une offre pédagogique qui aide à monter en sciences du vin. Il y a aussi le no-tourisme d'affaires que vous pouvez développer, que je n'ai pas cité, mais qui peut rentrer dans vos statistiques. Mais le touriste loisir français, qui vient souvent en famille, c'est nature pour déconnecter, beauté des paysages, contact avec l'habitant. Donc, quand vous allez proposer une offre parce que vous êtes passionné, parce que c'est ce que vous aimez transmettre en disant meilleure connaissance du vin, sachez que ça arrive en quatrième dans les choix des gens qui viendront vous voir. Et enfin, vous êtes vraiment sur un marché très porteur. On a une analyse qui est beaucoup plus poussée du marché de l'œnotourisme. Alors, je vais repasser la parole. Et vraiment, 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 vous avez tout qui est en votre faveur. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Franchement, il n'y a que du bon. Donc, je vous montre les sources. Donc, le premier tableau, c'est vraiment de montrer, par exemple, au niveau 3, augmenter ma vente directe, c'est ce que vous priorisez aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, parce que c'est une étude Atout France qui date de 2016. Donc, ils ont promis d'en faire tous les 5 ans. Donc, surveillez, parce que sur le site Atout France Œnotourisme, elle va peut-être sortir, mais il y aura plein de publicité. Donc, c'est d'augmenter les ventes de bouteilles de vin, voyez. Et la note de satisfaction, elle est quand même de 6,7, alors que toutes les autres sont supérieures, voyez. Donc, il y a un effet déception si vous priorisez trop ça. Et c'est le 8e rang de satisfaction et l'écart de 5 entre les attentes et le résultat. Donc, n'hésitez pas à aller vous servir dans toute la palette des offres tourisme. L'autre, le petit rond, c'est pour montrer qu'à l'époque de l'étude d'Atout France, donc il y a quelques années, il y avait 32% des gens qui avaient une offre d'hébergement. Pas encore beaucoup, ça progresse. Comparons-nous toujours à la Californie où il y a du réseau Internet, où il y a une... voilà. Mais eux, ils en font plus, ils arrivent à générer plus d'argent. Pourquoi pas nous ? Et en dessous, dans le petit encadré, c'est une étude. Alors, à chaque fois, j'ai cité mes sources. Hein. Elles sont à la fois habillées dans le lien et c'est la source. C'est l'Alsace qui a étudié ça. C'est les 3 premières motivations. Voilà. J'en ai terminé. J'espère vous avoir apporté quelque chose qui était nouveau pour vous ou confirmer quelque chose que vous pressentiez déjà. Et je repasse la parole à Florence. Non, alors moi, je passe la parole à Charlotte, parce que Charlotte va nous présenter rapidement ce qui se passe du côté du conseil régional, notamment pour le no-tourisme. Bonjour à tous et à toutes, Charlotte Weber, chargée de mission tourisme à la direction du tourisme à la région BFC. Alors, on a plusieurs schémas qui sont élaborés au niveau de la région. On a le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, qui est en cours de construction depuis l'année dernière avec l'ensemble des partenaires touristiques institutionnels. L'objectif, c'est qu'il soit mis en place mi-2023. Mais je souhaite surtout vous parler du schéma régional de tourisme qui, lui, a été voté toute fin 2020. En fait, on est parti du constat que en Bourgogne-Franche-Comté, donc pour les vignobles de Bourgogne et du Jura, il y avait une diversité d'actions et d'initiatives, de belles initiatives qui étaient menées sur les territoires sans réelle coordination. Et de plus, on avait de nouvelles tendances qui émergeaient
et quelques problématiques telles que celles liées au climat ou même à la concurrence, que ce soit au niveau national et international. Donc, un besoin de retravailler la thématique, de se repositionner. Et donc, suite au vote des élus, l'idée, l'objectif, le grand objectif pour le tourisme en Bourgogne-Franche-Comté est de viser l'excellence œnotouristique, c'est-à-dire viser la qualité dans l'ensemble des offres et des services que produisent les entreprises touristiques et les domaines, et également la qualité dans la conception, on va dire, plus institutionnelle et le positionnement qu'on a au niveau national et international de notre région œnotouristique des 2 vignobles qu'on a sur les territoires. Alice, tu peux passer la prochaine slide, s'il te plaît. Donc concrètement, comment s'articule ce schéma? Alors tout d'abord, il n'est pas seulement piloté par la région. On travaille en étroite collaboration avec BFC Tourisme. Il y a un copilotage des différentes actions et l'ensemble des partenaires institutionnels viennent agrémenter, le nourrir, que ce soit donc le collectif du CRT qui est piloté par le collectif œnotouristique qui est piloté par le CRT, les destinations qui sont labellisées vignobles et découvertes, les offices de tourisme, les agences de développement touristique, donc au niveau des départements, et ensuite tout ce qui est plus partenaires institutionnels et privés viennent aussi contribuer aux différentes actions. Donc, ils s'articulent en 3 axes. Le premier qui touche plus au marketing, à la communication. Il s'agit de valoriser et d'améliorer la notoriété œnotouristique. Donc ça passe plus par les actions du CRT. Ensuite, on a un gros axe qui vise à développer les offres, les services, améliorer la qualité. Donc, on parle d'un tourisme à impact positif, de positivité, d'apport positif à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les habitants, dans l'accompagnement des entreprises qui savent créer et développer des offres touristiques, la manière d'articuler le tourisme sur les territoires, la mobilité et l'itinérance en fait partie, que ce soit la mobilité avec des transports, on va dire, en commun, mutualisés, ou la mobilité douce, comme traite le sujet du webinaire. Et enfin, un grand axe qui traite plus de la gouvernance, c'est comment nous travaillons ensemble entre institutionnels et avec vous, comment on co-construit, on collabore de manière intelligente, et l'anticipation de l'avenir avec ces différentes problématiques qui sont la concurrence, le climat, les nouvelles tendances. Voilà qui est du schéma régional de œnotourisme que vous entendrez parler encore dans quelques années. Merci. Parfait. Merci à toi. Donc du coup, Florence, pour le coup. Merci. Donc nous, du côté Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, nous disposons de différents collectifs, dont le collectif œnotourisme et le collectif itinérance. Chacun de ces collectifs est animé par 2 personnes différentes. Donc pour le collectif œnotourisme, c'est Maxence qui est en direct avec nous. Voilà, donc tu peux nous faire un... Donc, je vous mettrai les coordonnées de Maxence dans le chat, et puis vous mettrez également le lien concernant le collectif œnotourisme qui est sur notre site internet, où vous pourrez trouver toutes l'information. Et puis, la personne qui anime le collectif itinérant, c'est Juliette Duroy. Elle est retenue par une autre réunion, malheureusement. Mais pareil, je vous mettrai tous ces contacts, et puis le lien pour avoir toutes les informations par rapport au collectif itinérance. Donc, il y a 2 enjeux pour ces 2 collectifs, c'est la montée en qualité de l'offre et la satisfaction des clients. Et 2 objectifs également, déployer un marketing 360 et imaginer et mettre en marché des offres plus expérientielles et plus personnalisées pour répondre aux attentes des clientèles. Donc, il y a tout un travail qui est entrepris par Maxence et Juliette avec les membres des collectifs. Tu peux passer à la suivante. On a voulu aussi vous donner quand même quelques chiffres par rapport à l'itinérance. Alors, je vais vous donner des chiffres sur l'itinérance vélo, ensuite sur l'itinérance pédestre, puisque pour nous, l'itinérance, c'est vélo, rando et le tourisme fluvial. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, on dispose de 1350 km de véloroutes et de voies vertes. Et par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, itinérance et œnotourisme,
a la Voie des Vignes qui appartient au Tour de Bourgogne à vélo. Et petite parenthèse, le Tour de Bourgogne à vélo est le 4e itinéraire français le plus consulté sur le site de France Vélo Tourisme. Les origines des clientèles itinérantes à vélo sont en premier, bien sûr, une clientèle française, avec tout d'abord des clients venant d'Auvergne, Rhône-Alpes, ensuite de Bourgogne-Franche-Comté et de Grand Est. En deuxième position, on retrouve la Belgique et enfin les Pays-Bas. Et on voit bien que vélo et no-tourisme, il y a quand même une interaction qui est très forte, puisque parmi ceux qui seront venus en Bourgogne-Franche-Comté, avec le vélo comme principale motivation, il y a 25 d'entre eux qui disent avoir réalisé une dégustation ou une visite de cave. Donc le lien est quand même très fort. Concernant l'itinérance pédestre, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est 20 000 km de sentiers de randonnée, dont 10 GR. Au niveau de l'origine des clientèles, vous remarquerez qu'on est un petit peu sur la même base, sauf que là, c'est les locaux qui arrivent en première position pour la clientèle française, suivie par Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, le top 5 des motivations de séjours complémentaires par rapport à des séjours pédestres, c'est tout d'abord le repos, le calme, les sites naturels en deuxième position. La troisième motivation, c'est le patrimoine. Et en quatrième position, c'est les vins et les vignobles. Donc, à nouveau, cette corrélation itinérance et œnotourisme. Et enfin, les derniers chiffres concernant le no-tourisme en Bourgogne-Franche-Comté, on dispose de 6 destinations vignobles et découvertes. Au niveau des origines des clientèles, la France, la Belgique et il y a l'Allemagne qui apparaît en 3e position. Parmi les clients qui sont venus dans les vignobles de Bourgogne et du Jura, avec le no-tourisme en motivation principale, il y a 29% d'entre eux qui déclarent avoir fait de la randonnée pédestre et 17% avoir fait une balade à vélo. Et puis, un petit point sur le niveau de connaissance du vin pour ces clientèles no-touristiques qui viennent dans le vignoble du Bourgogne et du Jura. Il y en a 62% qui sont amateurs, 20% qui sont néophytes, 15% qui sont connaisseurs et 3% qui sont experts. Voilà, donc ce sont des sources de 2019-2020. Maxence, tu n'as rien à ajouter par rapport à ça? Non, je confirme. Voilà. Donc, je vous mets les coordonnées de Maxence, de Juliette dans le chat. De toute façon, vous les retrouverez dans la présentation qu'on vous enverra par la suite. Mais je vous mets ça tout de suite. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir désormais passer la parole à la fois Jean-Yves et Pascal, et c'est Jean-Yves qui va débuter. Du coup, Jean-Yves, je te laisse te présenter. Tu seras bien mieux le faire que moi, et je retire mon partage d'écran pour pouvoir te laisser la main. Je le reprends tout de suite. Parfait. Hop là, normalement. Est-ce que ça fonctionne? Ça charge, ça fonctionne? Impeccable, c'est tout bon. Super. Bon, bonjour à tous et merci pour l'invitation en tout cas. Voilà, donc moi c'est Jean-Yves Delfos, je suis directeur associé chez Circuit. Donc on existe depuis 12 ans, je suis là depuis le tout début. On est spécialisé dans les outils vraiment dédiés au monde institutionnel, sur tout ce qui est itinéraire, itinérance, outils de création, de diffusion, de promotion, applications mobiles. D'ailleurs, la dernière application en date est celle dont pas mal d'entre vous, en tout cas au niveau institutionnel, ont entendu parler, qui est l'application Marando de la FFR qu'on a développée pour eux. Voilà pour vous donner un peu un aperçu de ce qu'on fait chez Circuit. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler justement donc d'itinérance et d'itinéraire, parce que j'aime bien scinder les deux. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous parlerai plus de l'itinérance, de ce que j'appelle l'itinérance courte, que de la longue itinérance, puisque c'est le sujet sur lequel nous, on a le plus de partenaires et que le but, c'est un peu de vous présenter les cas d'usage et partager notre expérience. Donc, pour les types d'itinérance, comme je vous disais, il y a la courte, il y a la longue. Elle peut être en autonomie, elle peut être dirigée, elle peut être accompagnée, elle peut être packagée dans une série de courtes itinérances ou une très longue itinérance. Elle peut être gratuite, payante, elle peut être les deux. Et c'est des questions qu'il faut se poser à chaque fois qu'on va créer un produit
par rapport à la cible vers laquelle on va communiquer. Donc, c'est super intéressant ce qui a été dit avant, puisqu'on a beaucoup parlé du public, de la clientèle, des motivations. Eh bien, de tous ces résultats d'études, de tout ce que vous ressentez, vous allez pouvoir décider quel type de produit touristique itinérance vous allez pouvoir créer. Pour l'itinérance courte, elle va permettre d'intégrer plusieurs types d'activités, hein. Donc, par exemple, on va pouvoir partir d'un parking, faire une balade, par exemple, qui ne fait que 5 kilomètres, mais qui peut prendre 3 heures, sur laquelle on va faire une dégustation de vin, on va s'arrêter pour manger à une table d'hôte, etc., etc. Ça permet de valoriser un ou des partenaires. On peut décider de mettre un parking, par exemple, le point de parking si la personne arrive en voiture, parce qu'on parle du durable, mais il y a aussi la problématique de la logistique pour rejoindre le point de départ. On n'a pas toujours les transports en commun. Je sais qu'il y a un gros développement qui fait au niveau de la région, mais il y a toujours des zones qui peuvent être plus isolées. Mais on peut très bien arriver en voiture à un endroit, se garer et puis partir pour l'activité. Cet endroit peut être le parking d'un partenaire. Et puis, on sait que si la boucle n'est pas trop grande, on va pouvoir passer par plusieurs partenaires et donc faire profiter une zone à une zone des retombées économiques pour tout le monde. Et puis si après on veut faire de la vente directe, on en a parlé, la vente directe n'était pas ce qui fonctionnait le mieux sur ce type de sur le no-tourisme, mais si quelqu'un a trouvé intéressant une dégustation de bouteille de vin, etc., il peut toujours prendre sa voiture, faire 5 kilomètres et repartir avec une caisse de vin. Comme je vous disais, ça permet d'intégrer donc des pratiques de déplacement durable, puisqu'on peut très bien partir d'un endroit où il y a de la location de vélo, électrique ou non. Et ça résout aussi les problèmes de logistique, puisque, comme je le disais, on peut avoir sa voiture sur un parking et puis très vite embarquer des choses qu'on veut acheter, que ce soit des produits du terroir, no touristiques ou non. Donc ça permet de viser des cibles différentes, hein. On peut tout à fait aller chercher des experts, des amateurs, etc., etc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va plutôt proposer une activité typée tourisme qui va permettre de mélanger les types d'activités. Ça peut être de l'onotourisme ou non. Et dedans, on met de l'itinérance, vu qu'il y a la marche, le vélo, etc. Et du coup, ça permet de faire de la vente directe et bien évidemment les revenus complémentaires, j'en ai parlé, pouvoir faire une visite de cave, pouvoir faire une activité no touristique, manger, boire, etc. La longue itinérance, elle va faire plus d'une journée. Donc on est dans quelque chose qui va permettre de faire découvrir une zone géographique plus grande, puisque les utilisateurs vont partir d'un point, faire une boucle ou un aller-retour, peu importe, pour découvrir une zone. Alors, de manière durable ou non, puisque je ne retire pas, je sais qu'on est là pour parler de l'itinérance, et il y a le côté durable qui est très important, mais quand même, la voiture, pour quelqu'un qui est plutôt sur une cible expert et qui a envie de revenir en achetant des bouteilles, va peut-être être le choix de locomotion qu'il va choisir pour pouvoir visiter un maximum de choses et pouvoir faire ses choix d'achat plus facilement. Et de nouveau, la logistique, comment on embarque des bouteilles. Donc, c'est vraiment pour la vente directe, hein, je dis ça. On peut, de la longue itinérance, intégrer des activités d'itinérance courte. Par exemple, on roule le matin, on s'arrête une fois, deux fois, et puis l'après-midi, on s'arrête plus durablement parce qu'il y a l'hébergement, par exemple, on parlait des hébergements sur un domaine ou peu importe, et on va faire, à partir de là, de l'endroit où on a notre hébergement, par exemple, faire une petite balade de 4-5 kilomètres qui va faire découvrir le domaine, qui va permettre de découvrir aussi d'autres partenaires, etc. Les revenus complémentaires sont plus importants sur la longue itinérance puisqu'il y a énormément de besoins logistiques, pratiques, l'hébergement, manger, etc. Donc, quand on part faire une semaine à vélo pour découvrir un territoire, évidemment, les retombées économiques, et c'est prouvé, ça sur tous les territoires, augmentent. Dernièrement, dans une réunion, j'ai entendu que le panier moyen de quelqu'un qui était en itinérance pouvait monter jusqu'à 80 à 100 euros par jour. Ça dépend un peu des publics et des endroits, mais quand même, c'est intéressant, retombé pour le territoire. La longue itinérance, par contre, ça cible une cible très spécifique, puisque c'est les nomades itinérance. Tout le monde n'a pas forcément envie de partir une semaine à vélo en s'arrêtant d'hébergement en hébergement. Il y a tout un public qui vient pour passer une semaine en location à un endroit ou avec la famille, etc. Mais qui va par contre rayonner et visiter des choses. Donc, il va peut-être plus être sur de la courte activité, donc de la courte itinérance. Et donc, ça peut être aussi des connaisseurs, mais à qui on pourrait proposer une nouvelle expérience, pourquoi pas. Voilà, à voir comment, de nouveau, en fonction de la cible. Donc, pour la grande itinérance, je redonne quelques infos, mais je vais aller vite. Donc, comme j'avais dit, le public est dédié, est beaucoup plus spécifique, hein. Tout le monde ne fait pas du vélo et tout le monde ne fait pas de la grande itinérance chaque année. Donc, on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a eu un boom grâce au Covid du vélo, du pédestre et des gens qui vont faire 1, 2 semaines complètement en itinérance en passant d'endroit en endroit. Mais certains disent déjà qu'ils ne le feront pas chaque année. Donc, on verra les chiffres. On n'a pas encore, j'ai pas eu les nouveaux chiffres actuellement, mais c'est sûr qu'on a un nouveau public qui est arrivé. Il y a sûrement une stagnation. Donc, il faut aussi penser à cibler, eh bien le public qui va rester une semaine dans une
dans une région et qui va rayonner et qui va peut-être plus aller chercher, mais comme on disait, ceux qui ont dit: «Pendant mon séjour, j'ai fait une balade, pendant mon séjour, j'ai fait, une activité à vélo», comme le disait très bien, Florence. Pour la grande itinérance, il y a le package Géolib parce qu'il y a aussi la problématique de l'organisation. Certains ont envie de le faire, mais ils n'ont pas envie de tout organiser eux-mêmes. Donc dans ce cas-là, il faut prévoir plutôt du packagé. Est-ce que c'est durable ou non? J'en ai déjà parlé puisqu'il y a la logistique. Si l'objectif, c'est vraiment la vente directe, bien là, on a un problème de logistique. Si on est à vélo, c'est plus compliqué de partir avec des caisses de vin. Par contre, comme je le disais, sur la vente indirecte, les activités complémentaires, si vous transformez vraiment en acteur du tourisme, là, il y a vraiment des choses à faire et il y a des plus-values à proposer aux utilisateurs et donc des bénéfices pour vous. Ce qui est important, je vais arriver là-dessus, c'est qu'il faut mettre à disposition des utilisateurs, des prestataires, les bons outils numériques selon les critères que vous aurez choisis. Si vous faites du packagé, il faut qu'ils puissent acheter en ligne facilement. Si vous faites de l'itinérance libre, ben, vous pouvez nous appeler. Nous, on a des outils qui permettent de créer des itinéraires sur une carte en point par point, en passant d'un endroit à l'autre, etc., en rajoutant les points d'intérêt, enfin, comment tout programmer. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment important de choisir les outils. Sur l'itinérance courte, je vous en ai déjà parlé, j'arrive plus vers quelques conseils, puisque là, vraiment, on est dans le domaine sur lequel nous, on travaille le plus, l'itinérance courte, vu que Circuit, aujourd'hui, c'est plus de 40 000 itinéraires et 800 prestataires institutionnels qui utilisent nos outils pour diffuser leurs itinéraires. Donc, on a une vision sur ce qui fonctionne et moins bien. La première chose, surtout sur de l'onotourisme, c'est penser à la qualité de l'itinéraire. Si vous voulez faire de la vente, que vous voulez engranger justement des bénéfices, l'expérience utilisateur elle est hyper importante. Si quelqu'un arrive pour faire un itinéraire de 2 heures, comme je disais, hein, la durée a peu de temps, c'est la distance a peu d'intérêt, c'est la durée qui a de l'intérêt, puisqu'on peut lui faire 3 kilomètres en 4 heures si on veut, si on lui fait faire des trucs super. Il faut imaginer que dans la qualité de cette itinérance, de cet itinéraire, déjà quand on va créer le produit d'un point de vue numérique ou dans les fiches ou dans la présentation, les textes, les descriptifs, les visuels sont super importants puisque vous allez être au milieu de plein de propositions, il faut que ça donne envie. Par contre, ne survendez pas l'activité. Si vous mettez des photos, de vignes partout et de super balades au milieu de très beaux paysages et qu'en fait ça fait 20 minutes de 3 heures de la journée, vous allez juste avoir des commentaires négatifs et une expérience négative pour l'utilisateur puisqu'on lui a vendu quelque chose qu'il n'a pas au final. Donc, soyez vrai, ne survendez pas, mais voilà, il faut bien se mettre en avant. Le descriptif de ce qu'il va vivre ne doit pas être trop long, mais il doit vraiment lui permettre de se plonger. On rentre typiquement dans le marketing dont parlait Géraldine. Ça dépend ce que vous voulez attirer comme public et ce que vous proposez du coup en conséquence comme expérience. Je parlais de la conception de l'itinéraire, donc c'est vraiment en tout point. Aussi, par rapport au chemin. Donc le chemin est hyper important. C'est pas parce qu'on trace, à un endroit que ça va intéresser l'utilisateur. Je parlais de balade au milieu des vignes, ça marche bien dans la nature. Si vous faites 50 de bitume le long d'une route pour rejoindre 2 points parce que vous trouvez ça intéressant sur du pédestre, par exemple, ça va pas bien fonctionner. Vous allez voir les commentaires négatifs en dessous de vos itinéraires si vous les diffusez sur des plateformes comme la nôtre, ça va pleuvoir. Chaque fois, vous allez avoir des commentaires négatifs, en tout cas des commentaires de déception. Voilà. Donc, vos prestataires, enfin en tout cas les prestataires doivent être au centre de la conception, bien évidemment, puisqu'il faut bien connaître les offres qu'on va proposer. Il faut bien savoir être en cohérence par rapport aussi à la thématique qu'on va mettre dans cet itinéraire. Mais pas que, évidemment, il faut travailler, et c'est là la difficulté souvent sur les territoires, c'est de pouvoir travailler tous de concert pour réussir à créer un produit qui fonctionne bien entre tous. Les prestataires qu'on va proposer sur l'itinéraire, c'est super important qu'ils répondent aux attentes des visiteurs. Alors, je parle des attentes des visiteurs parce qu'il y a les problématiques de flexibilité, date d'ouverture, capacité d'accueil. Si vous proposez un itinéraire en boucle en proposant une activité où c'est possible de le faire 2 fois par jour à 9 heures et à 14 heures, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment que ça soit cohérent aussi par rapport aux capacités d'accueil, aux capacités d'ouverture, etc. On en revient à la motivation dont parlait Géraldine d'ailleurs. Voilà, et donc adaptez bien ça aux cibles. Donc, moi, je compare toujours l'expérience d'itinérance avec l'expérience qu'on a dans un parc d'attractions. Quand on va au parc d'attractions, le magasin, il se trouve toujours à la fin. Si on a une bonne expérience, qu'on a passé un bon moment, on aura plus tendance à acheter un souvenir. Donc, pourquoi pas dépenser de l'argent pour acheter du vin ou autre chose, ou aller boire un verre, se poser sur une terrasse ou aller manger un bout. Tandis que si l'expérience, elle n'était pas top, on va plutôt avoir envie de repartir. Voilà, donc c'est vraiment penser au parc d'attractions qui arrivent très bien à vendre beaucoup de produits alors qu'ils sont déjà très chers dans leur activité. Sur la communication et le partage, c'est hyper important. Tous vos contenus, il faut les partager largement. Je sais que parfois on se dit: «Ah, j'ai fait un truc super, les concurrents, j'ai pas envie qu'ils le voient» et cetera. Mais si vous essayez de vous cacher, personne ne vous voit.
ouvrez la fenêtre du magasin, la vitrine, plus elle est grande, plus il y a des chances que quelqu'un qui puisse être intéressé par votre produit touristique, rentre dedans, dans le magasin. Le magasin, c'est votre itinéraire et décide de venir passer un moment sur votre activité. Utilisez bien toutes les plateformes. Je parlais de circuit.com, mais il y en a plein, vous les connaissez. Des plateformes de rando normales, des plateformes dédiées à l'œnotourisme, des plateformes sur le vélo, etc. Si vous parlez d'itinérance, allez-y, proposez-les, puisque comme on le voyait de nouveau, la plupart des personnes qui viennent sur le territoire viennent d'abord pour d'autres raisons que le no-tourisme. Donc voilà, et je vais le montrer juste ici avec quelques cas. Je vous montre, et puis j'ai fini, je vous montre quelques cas. Donc par exemple, Eunorando. Eunorando, c'est la Fédération française de randonnée de l'Hérault. Alors déjà, eux, pour travailler beaucoup avec la FFR depuis 1 an, leur public de base, il n'est pas forcément orienté, et d'ailleurs leurs contenus sont rarement orientés sur le no-tourisme. Et pourtant, sur un site de l'Hérault FFR Randonnée qui est ici, ils ont intégré tous leurs itinéraires œnotouristiques en partenariat avec le CDT sur un widget circuit. Là, vous voyez un widget circuit. Et ces itinéraires, pour un site qui n'a pas forcément un gros trafic et surtout qui n'attire pas un public en disant venez voir, on a des itinéraires touristiques. La plupart du temps, quand on va sur le site de la FFR Rando, c'est plutôt pour de la grande randonnée ou des randonnées de la FFR, va chercher quand même 10 000 consultations d'itinéraires sur l'année passée. Donc c'est quand même un chiffre intéressant en se disant qu'il n'y a rien de ciblé, quoi. Donc, une plateforme ciblée, bien construite, avec du marketing, etc., peut amener quand même pas mal de choses. De la même manière, je vous montre la page. Alors là, j'ai une petite popine. Voilà. Eunorando sur le Tarn, donc de nouveau, c'est un de nos partenaires. Il travaille aussi avec notre widget, vous reconnaissez. Hein. Il n'y a que deux itinéraires Eunorando actuellement sur le territoire qui ont été développés, puisque, comme je le disais, il faut travailler le produit et il commence tout doucement. Cependant, ces deux simples itinéraires sur leur page Eunorando, donc voilà, il y a un petit texte avant, etc. Donc, ce n'est pas ce qui plébiscite le plus, on voit bien, parce qu'ils ont au moins 200-300 itinéraires sur le territoire, vont chercher 2200 consultations. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut aller chercher. Donc, vous multipliez ça par toutes les plateformes qui vous permettent de mettre de la visibilité. Parce que quand je dis 2200 consultations, c'est sur leurs outils aussi sur circuit. C'est intéressant. Ensuite, donc ça, c'est vraiment le no-rando. Les balades de découverte, on en parlait, de pouvoir faire des choses un peu plus de découverte où on va faire plusieurs choses. Alors, je voulais montrer ça sous l'axe de la balade, et sur le fait de diffuser sur plusieurs plateformes. Donc ici, on est sur le site du Pays de Bergerac, qui va diffuser une balade qui s'appelle Boucle de Montbazillac. C'est l'exemple que j'ai pris, hein, il y en a plein d'autres. Les boucles de Montbazillac sur leur site, par exemple. Alors, je vous montre un peu la construction de l'itinéraire. On a une fiche et on voit tous les points d'intérêt ou activités qui sont ici. Ils ont rajouté du MP3, donc ça veut dire que dans l'application qui va la lire, si elle peut lire les MP3 comme l'appli Circuit par exemple, on va pouvoir déclencher la lecture d'un texte. On va passer par des différents endroits là on parle vraiment de Montbazillac, voilà, on va voir les vignes, on va voir l'élaboration, on va voir le château, etc. etc. On va avoir une dégustation pendant le trajet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la randonnée, qu'est-ce qu'on propose? On dit que là où on arrive, il y a beaucoup de choses à faire. On peut aller déguster, on peut aller acheter, on peut aller manger. Voilà. Donc, ça prouve bien qu'ils ont construit l'itinéraire en disant, OK, on part d'un endroit, on termine à un endroit, c'est une boucle de toute façon, mais l'endroit où on termine, on va faire en sorte que les gens qui passaient une belle journée ou un bon moment aillent se restaurer, aillent goûter du vin, aillent faire des activités autour de ce lieu dit, autour de Montbazillac. Voilà. Toujours sur Montbazillac, je vous montre quand même aussi ce qu'ils ont mis en place. La maison des vins de Montbazillac, qui est donc la maison du tourisme et des vins de Montbazillac, qui est animée par les propriétaires, va utiliser notre widget aussi pour faire de la diffusion. Donc, ça veut dire qu'on retrouve encore la boucle de Montbazillac notamment sur un autre site. Donc là, on est en train de multiplier les sources. Troisième source, c'est circuit.com, puisqu'elle est diffusée via la Dordogne qui gère la partie numérique de cet itinéraire, en tout cas la diffusion numérique de l'itinéraire, sur circuit.com. Donc, sur un seul itinéraire, ici, on fait 2000 consultations sur un itinéraire parmi, vous avez vu, il y en a au moins 20, 30, 40. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est de travailler à l'envers aussi. On parlait justement de dire qu'un lieu peut devenir une destination touristique, même s'il n'est pas… transformer son lieu en destination touristique. Et là, je prends l'exemple de tourismevin.com, qui est une plateforme qui fait de la promotion sur le vin et qui vend du vin aussi, mais qui parle beaucoup de nos tourismes, notamment, par exemple, ici, présente pour chaque région des hébergements touristiques qui sont sélectionnés. Donc, c'est une plateforme privée. Mais tout à la fin,
ils utilisent aussi le widget pour présenter tous les itinéraires qui ne sont pas forcément des itinéraires touristiques, puisque, bien, en effet, il y a probablement une demande de leurs clients aussi de pouvoir découvrir les lieux, et cetera, et d'amener la notion de tourisme autour de leur activité touristique, même si le tourisme, il n'est pas centré sur le no-tourisme. Tourisme et Vin, qui est une petite plateforme, hein, c'est pas un gros acteur, il fait quand même 8 000 affichages d'itinéraires chaque année, alors que, je vous montre les itinéraires, ils sont là, alors que le widget est tout en bas d'une liste qui est là, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pas la première chose que les utilisateurs voient. Donc 8 000, et quand on est tout en bas d'une page comme ça, je suis sûr que la plupart d'entre vous n'auraient même pas été jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y a quand même une demande et un intérêt des utilisateurs qui ont été jusque-là. Voilà. Hop, et je laisse la parole du coup à Pascal. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à toi, Jean-Yves. Parfait. Coupe le partage. Merci beaucoup, Jean-Yves. Du coup, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, on est tout bon. C'est parfait. Ok. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Pascal Barbe, l'un des 2 cofondateurs de VinoWays. Moi, je viens du monde du vin. J'ai toujours travaillé dans l'industrie pour des domaines, des négociants, beaucoup à l'export. Et on a fondé notre entreprise avec mon associé qui, lui, vient du monde du numérique en 2019. Et on est spécialisé dans l'onotourisme et notamment au départ dans la visite des domaines. Et si je suis là aujourd'hui, et je vous remercie d'ailleurs pour cette invitation, c'est pour vous présenter l'expérience que l'on a vécue avec les terrasses du Larzac, qui est une appellation en Languedoc, pour laquelle on a construit une application en marque blanche, donc entièrement à leur couleur, et une application pour justement faire des routes des vins. Donc je vais vous présenter un petit peu toutes les réflexions qu'on a mises en place, comment on l'a pensé et voilà, comment on a créé ça. Donc on est parti sur déjà la position des routes des vins dans l'industrie, et c'est vrai qu'il y a toujours eu un lien naturel puisque le tourisme c'est une destination et que là aussi c'est une origine, donc forcément il y avait de quoi matcher. Et en 1953 la route des vins d'Alsace est arrivée, la toute première, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que l'Alsace est encore sur le podium des destinations touristiques au milieu de régions qui sont quand même plus connues internationalement. Et elles se sont multipliées dans les différentes régions et arrivées aussi ensuite après Vignobles et Découvertes. Nous, ce qu'on a repéré, c'est qu'il y avait 2 grands types de routes des vins. Il y a celles qui ressemblent plus à un recueil d'adresses, en fait, qui sont plus, qui n'ont pas forcément un itinéraire, ou s'il y a des itinéraires, ils sont plutôt secondaires. Et ensuite, c'est plus une sélection de lieux. Et du coup, l'utilisateur a beaucoup plus de démarches à faire, mais ça lui amène aussi beaucoup plus de flexibilité. C'est-à-dire c'est lui qui va un peu construire sa route. L'une des plus connues là-dessus, c'est celle du Chianti Classico, qui, quand ils ont voulu monter en gamme et ont voulu se détacher du reste du Chianti, ont vraiment créé ce genre de route des vins. Et pour eux, ce symbole est presque un label pour les visiteurs. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont construit. Il ne faut pas oublier que l'Italie, c'est quand même le 2e pays au monde en termes de tourisme, hein, puisqu'ils sont devant nous, ils accueillent plus de 14 millions de personnes chaque année. Et après, ensuite, comme autre type des vins, il y avait celles qui sont beaucoup plus basées sur l'itinéraire, où vraiment l'itinéraire est central et la route en elle-même est une expérience. Donc, ce sont des routes qui sont souvent accompagnées par des guides, ce sont des offres qui sont beaucoup plus packagées, où souvent le support, que ce soit qu'il soit numérique ou papier, donne l'orientation. Donc vraiment, il donne le trajet, voilà. Tandis que l'autre type de route des vins, elle est beaucoup plus basée sur une signalisation sur la route, beaucoup plus dense, qui permet en fait, quand on se déplace dans le territoire, d'aller de domaine en domaine. Celui-ci amène moins de flexibilité et par contre favorise une itinérance beaucoup plus longue. Donc nous, quand on est parti avec les terrasses du Larzac, on est parti sur ce constat-là. Il faut voir que l'appellation et donc les différents domaines qu'ils composent ont été impliqués dans la construction de notre application dès les maquettes. Et donc ça a été tout un cheminement de toute une réflexion qu'on a faite ensemble. Et eux, ils se sont beaucoup aussi appuyés sur les professionnels du tourisme qu'il y avait dans leur territoire. Et on a pris un exemple qui nous a beaucoup marqué, qui est ce que font les Espagnols. Les Espagnols qui ont une place, ils ont encore un peu de tourisme dans leur pays, ils sont, je crois, entre 4 et 5 millions, mais ils ont une volonté très agressive
Et ils ont créé un outil qui, à mon sens, réunit le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'il permet à la fois d'amener une itinérance packagée où il présente des routes des vins avec des itinéraires très détaillés. Ils ont des séjours qui sont vraiment vendus sous forme d'itinérance. Et à côté de ça, ils ont aussi, pour justement des itinérances plus courtes, un service de création de voyages sur mesure. Et surtout, ils vendent l'itinérance vraiment comme une expérience. D'ailleurs, c'est mucho más que vino. Vraiment, au-delà du vin, c'est vraiment une expérience dans la route des vins. Et ça, c'est une approche qui nous a semblé très intéressante et que nous, on a voulu réutiliser. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place, donc, avec les terrasses du Larzac, différentes routes des vins sur leur territoire. Et ces routes des vins, on leur a donné des thématiques précises. Donc vraiment pour que la personne, quand elle va d'un lieu à un autre, elle ait le sentiment de suivre un cheminement, une même idée. Donc il y a des thématiques sur la biodiversité, il y a des thématiques sur la géologie, il y en a d'autres qui vont arriver sur les modes de culture, sur comment sont créées les cuvées. Donc vraiment, mais à chaque fois, le but c'est que l'itinéraire a une thématique. Et que cette thématique, en plus, est appuyée par un guide de visite qui est intégré à l'application. Donc un guide de visite qui, lui, va accompagner le visiteur de manière audio guidée. Donc, ça amène toute l'orientation. Et en plus de ça, on a du coup un guide qui accompagne les visiteurs et qui permet de donner cette sensation d'expérience. Et le but, là, dans cette année, c'est maintenant de donner la possibilité de prendre directement de manière automatisée pour les producteurs qui sont sur l'itinéraire, une prise de rendez-vous automatisée. Donc, pour permettre justement à l'utilisateur d'avoir moins de choses à faire, de démarches à faire. On a aussi donc du coup la vente d'activités qui nous semble très important justement dans cette notion d'expérience et aussi donner la possibilité de customiser les itinéraires. Donc peut-être possiblement d'écarter des lieux, de raccourcir l'itinéraire pour vraiment avoir cette flexibilité qui peut s'adapter aussi bien aux itinérances courtes que longues. Et nous, ce qui nous a semblé vraiment important, et vraiment ça, on le voit aussi de par nos autres clients qu'on a par rapport à notre offre sur les domaines, c'est que vraiment, il est important aussi que les vignerons se voient comme aussi des acteurs du tourisme. Et c'est vrai, comme le disait justement Géraldine, la place de la bouteille est souvent le premier moteur de vouloir développer la vente directe, augmenter le chiffre d'affaires de cette partie. Mais il y a aussi la possibilité de dégager des revenus justement avec une offre touristique vraiment avec une offre touristique plutôt qu'une offre vraiment de vin, et non plus de vendre un produit, mais de vendre un service. Et on se rend compte que dans nos clients, ceux qui performent le plus, c'est ceux qui ont vraiment pris ce positionnement-là et qui ont créé une société touristique à part entière. Ça leur amène déjà une sécurité financière parce que les deux sociétés sont séparées. Ils peuvent prétendre à de nouvelles aides, notamment des aides du tourisme, ce qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont sous un statut agricole. Et aussi, ça permet de différencier aussi les salariés qui travaillent pour le tourisme et ceux qui travaillent pour le vin. Mais aussi, moi, l'une des craintes justement quand on travaillait avec les vignerons, et ce que j'ai souvent entendu, c'est que eux aussi aiment contrôler aussi le discours et aiment voir aussi par rapport aux documents qui sont produits. Il faut vraiment que ces documents soient vraiment issus du monde du vin. Et souvent, j'ai eu des retours comme quoi certains acteurs du tourisme dans notre région, des fois, avaient du mal à mettre en avant leur activité et commettaient des erreurs sur les cépages, des choses comme ça. Et ça les gênait pas mal. Et donc, du coup, aussi, ce qui est important, c'est que l'outil choisi par l'institutionnel du tourisme s'adapte aussi à la flexibilité et à la pluriactivité des vignerons. Nous, ça a été l'une des grosses contraintes qu'on a travaillé à les terrasses, c'est que certains ne sont pas toujours au caveau, il y a besoin de rendez-vous, de prise de rendez-vous, et c'est pas pour ça que l'accueil sera mauvais, c'est juste que voilà, il faut aussi prendre en compte que les vignerons ont des typologies différentes, qu'ils n'ont pas forcément le même nombre de personnel, qu'ils n'ont pas tous la même avancée dans le monde du tourisme. Et donc, vraiment, il faut construire le discours avec eux et s'adapter vraiment aussi à leur pluriactivité, parce que c'est vraiment ça, un vigneron, ça a 1000 métiers en un, hein, ça produit, ça transforme un vin, ça le commercialise, ça communique dessus, et maintenant, en plus, on rajoute une nouvelle couche du tourisme.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la diversification devient un besoin. Nous, on a de plus en plus de clients qui marquent ce point-là parce que les aléas climatiques ne leur garantissent plus toujours une récolte annuelle. Et ils ont aussi, alors je sais que c'est moins vrai en Bourgogne, qui est une région qui performe toujours aussi bien en France qu'à l'export, mais sur d'autres régions, il y a quand même une crise à l'export, une crise aussi, ils subissent la baisse de la consommation en France. Donc vraiment, le besoin de diversification sur le tourisme est devenu un point très important dans l'industrie du vin. Et ça, les acteurs du tourisme peuvent vraiment aider là-dessus en créant de nouveaux acteurs du tourisme. Ça, c'est vraiment un point important à mon sens. Ensuite, vraiment, moi, comme aussi ce que disait Jean-Yves, le point important, c'est vraiment l'expérience. C'est, à mon sens, crucial par rapport à l'utilisateur. C'est vraiment de comprendre que leurs personnes ne sont pas forcément toujours là pour vraiment comprendre comment est fait le vin. Ça correspond à peu près une vingtaine de % des zonotouristes. Ce sont vraiment les experts qui sont vraiment là, dans une logique vraiment de compréhension de comment est fait le vin à tel endroit. Mais la majorité d'entre eux, c'est vraiment une recherche d'expérience. Si on prend la classification d'Atout France, que moi j'aime pas trop parce que je trouve que les profils sont un peu difficiles à déterminer, vraiment ce qui est intéressant par contre, c'est que dès qu'on lit les études, c'est qu'à chaque fois qu'il y a du qualitatif, les visiteurs parlent vraiment de faire une expérience. Et les motivations, elles sont différentes. Il y a vraiment le côté retour à la campagne, rencontre avec le vigneron. Donc il y a quand même cette image romantique du vigneron qui veut le toucher du doigt. Et après, comprendre comment le vin est fait, bien sûr, c'est important. Voilà, découverte du patrimoine et bien sûr le plaisir à la dégustation, l'hédonisme. Voilà, il y a tous ces points-là qui sont des points à prendre en compte quand on crée son offre touristique. C'est que vraiment, il faut essayer de faire vivre une expérience. Et c'est pour ça que dans l'itinérance, on peut aussi justement capitaliser sur ce besoin d'expérience justement en thématisant l'itinérance. Et nous, typiquement dans les créations qu'on a faites sur ces visites audio guidées, on a certaines qui marchent très très bien, comme notamment celle sur la biodiversité. On a des domaines où le but dans la visite, c'est très peu orienté sur le vin, c'est plutôt orienté sur les plantes qui sont autour de la vigne et quel impact ont ces plantes dans la culture de la vigne. Et ça, par exemple, c'est une visite qui marche très très bien parce que ça amène une approche différente et la personne se retrouve à du coup chercher les plantes qui sont autour et ça amène toute une expérience. On a aussi le côté néo-vigneron. Voilà, on a une vigneronne en Terrasse du Larzac, elle s'est installée à plus de 40 ans et elle explique toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, son changement de vie. Et ça, c'est quelque chose qui fait parler vraiment beaucoup. Donc, sur l'itinérance, on peut faire ressortir des filets rouges. Vous avez la chance en Bourgogne d'avoir ces climats qui sont connus du monde entier. Et peut-être que ça peut être aussi des types de fils rouges qui peuvent justement thématiser l'itinérance. Et justement, comme on disait, nous, on vous invite vraiment à favoriser des guides qui vont, même pendant le trajet, accompagner les personnes et vont amener du contenu. Ça peut permettre aussi d'amener sur des points de vue, ça peut amener sur des tranches, des coupes de sol, pour si vraiment on veut expliquer comment est fait le sol. Donc vraiment, ne pas hésiter à mettre du contenu qui va vraiment guider le visiteur pendant son trajet. Et surtout, bien sûr, favoriser la rencontre avec le vigneron, parce que ça, c'est l'attente première. C'est ça l'expérience pour eux, c'est rencontrer le vigneron et amener vraiment si vous choisissez un outil digital, ne pas rester que sur du digital, mais vraiment favoriser les rencontres. Et du coup, ça peut justement amener la vente d'activités et, comme je vous le disais, favoriser la mise en place des vignerons qui deviennent du coup aussi des acteurs réels du tourisme. Et en plus de ça, l'itinérance aussi a une réelle plus-value sur la mobilité douce. Ça peut vraiment amener des découvertes à vélo, même si après, il peut y avoir aussi tous les problèmes de logistique, notamment par rapport à la livraison des bouteilles, qui reste un point important. Il ne faut toujours pas le négliger quand même, parce que c'est aussi un point important, même si ça ne doit pas être le seul. S'il y a une solution logistique qui vient appuyer une mobilité douce, c'est vraiment un match parfait pour cela. Et aussi, quelque chose qui marche très très bien, ce sont les événements. L'itinérance peut être vu aussi comme un événement, soit un événement d'une journée, soit un événement sur plusieurs week-ends où on découvre des parties. Donc nous, il se fait beaucoup ici des balades gourmandes, des circulades vigneronnes,
où sur une journée, les personnes vont avoir un circuit à faire et sur chaque étape, ils vont rencontrer 5-6 vignerons, souvent accompagnés de chefs qui viennent faire déguster leurs plats et pour des accords mets et vins. Dernier point, pour la mise en vente de l'itinérance, ben ça c'est vraiment, vraiment le nerf de la guerre, hein. Sans ça, voilà. Donc l'outil, à mon sens, est déterminant pour cette vente de l'itinérance. Parce qu'il doit être vraiment flexible pour présenter les différentes offres justement qu'on a vues. Si vraiment il faut qu'il soit assez customisable pour essayer de libérer justement, de faciliter l'itinérance courte. Sur les itinérances longues, ben, vraiment des itinéraires complets. Et aussi, s'il peut abriter aussi un support pour les événements, parce que les événements permettent de recruter beaucoup de monde en fait sur l'outil. Si c'est un support d'événement, si les personnes voient que l'outil est durable et sert aussi après pour des routes des vins, c'est vraiment génial parce que ça permet d'acquérir d'un coup 1000, 1500 utilisateurs, 2000 utilisateurs. Donc vraiment, c'est un besoin important que l'outil puisse aussi accueillir justement ce côté événementiel et qu'il puisse s'adapter aux différents moyens de locomotion. Ça, c'est vraiment important. On peut voir par exemple que les vins du Sud-Ouest sont en train de développer toute une application sur les chemins de Saint-Jacques pour justement que les pèlerins connaissent les vins du Sud-Ouest et du coup soient après des prescripteurs des vins du Sud-Ouest. Donc voilà, justement, il y a toute une réflexion qui est menée là-dessus et pour qu'ils s'arrêtent aussi dans des domaines, même si sur le moment, ils vont très peu consommer, très peu prendre de la bouteille, parce qu'un pèlerin de Saint-Jacques, il a des milliers de kilomètres à parcourir, donc il ne va pas forcément acheter des bouteilles, mais le but, c'est vraiment qu'après, quand ils reviennent, ils soient des prescripteurs. Donc, on est vraiment sur une action de communication. Comme le disait Jean-Yves, l'Honorando aussi, dans l'Hérault, qui couvre vraiment une large partie du territoire, hein, qui est multi-appellation. Aussi les camping-cars, nous on a plusieurs clients qui ont une activité pour accueillir les camping-cars et là par contre ce qu'on se rend compte c'est que ces clients-là, eux, ont vraiment une vente additionnelle de bouteilles beaucoup plus importante que les autres. Parce que là par contre le camping-car facilite vraiment l'achat de bouteilles. Les visiteurs peuvent charger et les camping-cars ont vraiment cette possibilité et c'est vraiment assez intéressant pour les vignerons qui choisissent de mettre des arrêts de camping-car. Donc il y a peut-être aussi possiblement des itinérances longues, de l'onotourisme dédié à ça qui peuvent être mis en place sur des itinéraires dédiés au camping-car. Et après d'autres régions vraiment capitalisées aussi sur le vélo comme la Loire. Voilà, qui a une très très longue route des vins, donc vraiment ils sont pas loin de 800 km de route des vins, je crois. Puisque c'est très très long comme région. Voilà, et puis aussi vraiment quelque chose qui puisse s'adapter aux différents avis. L'outil, vraiment, il doit vraiment s'adapter sur qu'on puisse toucher différentes zones géographiques, différentes thématiques, et aussi intégrer des lieux qui sont en dehors du vin. Ça, je pense aussi, c'est un point important, c'est que le touriste, il n'est pas forcément uniquement dédié au vin. Il a d'autres centres d'intérêt et il va sûrement vouloir aussi découvrir les principaux lieux touristiques de la région. Et ça peut être tout à fait, à mon sens, communiqué dans un itinéraire de nos tourismes. Donc, si l'itinéraire, il arrive à être mixé avec tout le tourisme, je trouve que c'est une valeur ajoutée encore plus forte parce que même les plus passionnés de vin, ils ont des membres de leur famille, ils ont d'autres personnes qui vont vouloir découvrir le territoire. Et donc, vraiment mixer les deux, ça, c'est vraiment important. Donc, si l'outil qui propose justement ces routes des vins peut intégrer des lieux hors vin, c'est encore mieux. Et enfin, communiquer sur l'offre, ça c'est le point le plus dur. Comme disait Jean-Yves, il ne faut pas hésiter à faire du multicanal. Il y a des outils qui sont connus, spécialisés vins, qui sont rue des vignerons, Winelist, enfin voilà, qui permettent de vendre des activités. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à être sur Airbnb Experience, il ne faut pas hésiter à être sur Booking, des choses comme ça pour vraiment vendre sur un maximum de canaux et que ces itinéraires puissent être présents sur beaucoup d'endroits. Et puis aussi, si vous pouvez donner à l'utilisateur l'occasion vraiment de communiquer pour vous. Par exemple, sur l'itinérance, on peut imaginer des points de vue où la personne va faire, ça va être une sorte de photocall, un lieu où il va se prendre en photo, en selfie, et lui
à travers l'outil, par exemple, lui proposer de partager justement ses selfies pour que lui communique sur son expérience, sur justement la route des vins qu'il est en train de faire. Et surtout, ne pas hésiter à travers l'outil aussi à lui donner l'envie de partager son expérience. Donc, en lui proposant de partager sur TripAdvisor, en lui proposant de partager sur Airbnb Experience. Donc, vraiment inciter l'utilisateur à communiquer à votre place. Et justement, les plateformes d'outils peuvent être vraiment très utiles pour ça. Les plateformes d'avis, pardon, peuvent être très utiles pour ça. Voilà, nous aussi, avec les terrasses, on est en train aussi de réfléchir puisque justement, on a intégré des lieux différents dans les routes des vins, des restaurateurs qui ont du coup, on essaye de faire un kit pour eux où on dit référencé par les vignerons des terrasses du Larzac, quand on est sur les terrasses, pour justement communiquer sur l'application. Et donc aussi avec les offices de tourisme sur place, vraiment leur donner un kit pour qu'ils puissent communiquer sur l'application, vraiment pour inciter les acteurs. Et ça, je pense, c'est un lien vraiment très important, c'est de tisser son territoire, que si vous mettez en place une telle activité, vraiment essayer de mobiliser un maximum de personnes et en leur donnant les outils pour mobiliser leurs visiteurs à eux. Ça, c'est vraiment très important. Et enfin, un dernier point, et après j'arrête, c'est ne pas hésiter à événementialiser l'itinérance, vraiment en créant ces parcours. Ça amène aussi énormément de retombées presse. Ça, on en a un peu parlé, mais vraiment les retombées presse, et vraiment événementialiser l'itinérance, c'est un outil formidable pour la presse, en plus de l'acquisition des visiteurs que vous allez faire pendant l'événement. Voilà. Peut-être Parfait, merci à toi. Bon, tu peux rester finalement sur cette slide, hein, Pascal. Merci, Pascal. Je te remercie, on vous remercie pour ces échanges et ces partages très riches. Effectivement, niveau timing, on est bon, il est 11h04, on va pouvoir passer au temps de discussion. Je viens aussi de vous mettre dans le chat un lien de Google Forms, certains peut-être commencent à avoir l'habitude. On vous l'envoie tout simplement pour pouvoir continuer à interagir avec nous, demander à être recontacté aussi par une ou plusieurs personnes de ce webinaire-là qui sont intervenues. Donc voilà, une autre façon d'interagir, en tout cas même pour ceux qui peut-être doivent nous quitter maintenant. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est de rebondir aussi sur les interventions. N'hésitez pas pour le coup, soit à écrire ou à ouvrir votre micro. On vous invite aussi à ouvrir les caméras, c'est plus vivant pour nous tous de pouvoir identifier les personnes présentes parmi nous et voilà, d'interagir. On avait peut-être quelques éléments sur lesquels rebondir. Est-ce qu'il y a des questions et la personne qui pose la question, si elle peut juste dire son prénom, ce qu'elle fait et juste allumer sa caméra pour que ce soit un petit peu plus interactif, ce serait chouette. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, jusqu'à présent, on n'a eu aucune question dans le chat, mais bon, comme Alicia et moi l'avons rappelé tout au long du webinaire, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Ou si vous voulez faire partager une expérience d'une offre que vous avez mis en place, Oui. on est là pour vous écouter. En tout cas, merci beaucoup Pascal et Jean-Yves pour vos interventions. C'était très intéressant. On a quelques sujets. S'il y a quelqu'un qui est un petit peu timide, ça va peut-être aider si je rebondis une première fois. Pour faire suite à ce que disait Pascal, ce qu'on dit souvent, c'est montrer l'invisible. Et l'invisible, c'est l'offre no tourisme. C'est-à-dire que souvent, vous consacrez du budget à construire une offre, mais la partie la plus technique, c'est la commercialiser. Et consacrez bien du budget à ça, faites-vous bien aider par vos gestionnaires de territoire, parce qu'effectivement, si elle n'est pas visible, elle ne se vendra pas. Donc, ça pourrait être une idée, parce que là encore, on accompagne des startups en marketing, en données, analyser la donnée pour savoir combien vous aurez besoin de monde à telle semaine, savoir ajuster vos prix. Vous saurez le remplissage approximatif un petit peu à l'avance. Si on cumule les données passées, on a une idée de ce que ça va donner à l'avenir. Donc, ajustez vos prix, soyez toujours pour devenir plus rentable, pour élargir les ailes de saison, bien remplir au moment où vous êtes disponible pour que ce soit rempli. Donc, voilà, du prix variable. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Des livrets d'accueil digitaux qui proposent les offres dont on vient de parler, la grande variété des offres.
Voilà. Donc, ou de communiquer en prenant la parole sur un podcast, par exemple, Ouais, ou en prenant la parole maintenant. C'est le volet de digitalisation, voilà. Effectivement. Voilà. Donc, c'est ce qu'avaient abordé, Pascal et Jean-Yves l'ont abordé, mais je pense que vraiment ça, c'est indispensable. Et c'est peut-être après avoir vu comme aujourd'hui l'expérientiel et ce que vous pouvez faire, donc en devenant non plus en faisant des petites balades à partir de votre domaine, mais des itinéraires en étoile ou bien groupés, mais sur tout un territoire. Maintenant, comment le marketer, comment le rendre visible? Et peut-être... Il y a aussi un truc sur le marketing, Géraldine, je rebondis, c'est par exemple par rapport aux outils numériques. Je pense, nous, l'expérience qu'on a sur des applis, on avait développé une application no-tourisme qui restait 4-5 ans pour un territoire. Le fait est que quand on ne communique pas en continu aussi, il ne faut pas croire qu'une fois que le travail est fait, c'est fait. L'application, il y a eu de la communication l'année 1, donc elle a bien fonctionné. Année 2, il n'y a plus de communication. Le problème, c'est qu'on est avec un public qui n'est pas… à part le local reste le local, mais quand on s'adresse aussi à un public qui est un touriste, donc qui ne vient pas chaque année, le travail de communication, il est continu. C'est vraiment un effort de tous les jours. Rien n'est acquis. Et l'application dont je parlais, du coup, a vu ses chiffres chuter drastiquement pendant les 3 années qui ont suivi. Voilà. Donc ça, oui, c'est vraiment, ça peut être une idée pour la suite, c'est de reprendre le même thème avec tous les canaux. On a parlé de multicanal, donc les canaux digitaux, les canaux ponctuels, les canaux qui peuvent être permanents. Un podcast, on peut le voir en permanence. Si on fait les vins de Bourgogne en podcast ou une région particulière, on peut le retrouver même 3 ans après, ça reste valable. Le témoignage d'un viticulteur, un retour d'expérience, ça a beaucoup de succès aussi. Voilà, il y a plein de moyens qui ne sont pas forcément, on essaie d'éviter, coûteux, qui sont le plus pérennes possible pour que vous puissiez le faire une fois et que ça serve plusieurs années de suite. Ça peut être une idée. Autre sujet, la légalité. Oui. Quand vous vous lancez dans le no-tourisme, si vous proposez juste une activité, c'est bon, vous restez exploitant agricole. Dès que vous proposez une activité plus un hébergement, le touriste qui est en face de vous, c'est vous qui connaissez, donc il a besoin d'être garanti. Et ça c'est l'article 211 du Code du tourisme et ça oblige à prendre une garantie financière. Donc sachez-le, dès que vous avez 2 activités, vous devenez prestataire touristique. Et pour être dans la légalité vraiment à 100%, il faut que vous alliez chercher donc cette garantie financière qui est proposée par plusieurs compagnies. Donc, comparez bien les tarifs et regardez. Mais vous devenez prestataire touristique. Voilà, c'était ce que je voulais un petit peu ajouter. Est-ce que j'ai rendu des gens moins timides? Non, au-delà de ça, c'est d'éveiller la curiosité et l'échange. On a parlé beaucoup. Je voulais rebondir par rapport à ce que Pascal disait, notamment événementialiser les itinéraires. Nous, côté Bourgogne, notamment en Côte d'Or, il y a un événement qui a lieu à Ladois-Sérigny, les balades gourmandes qui ont lieu depuis plus de 20 ans. C'est un événement annuel, ce sont les vignerons qui sont rassemblés, qui proposent… alors, c'est juste une petite rando de 5 ou 6 kilomètres avec, je crois, 4 ou 5 étapes gourmandes. Mais tous les ans, ça connaît un succès fou. Donc, ils ont commencé petit, mais là, au bout de 20 ans, c'est vraiment le grand succès. Donc, voilà, on voit bien que quand on événementialise, et ben, parfois, ça porte ses fruits aussi. On peut parler aussi peut-être, Pascal ou Jean-Yves, de l'effet d'une offre no-tourisme sur les ressources humaines dans un domaine, sur l'équipe, sur les clients, parce que le souvenir d'un touriste qui est toujours cité en premier, c'est le souvenir de ce qu'il a bu ou de ce qu'il a mangé. C'est ce qui reste après un voyage. Donc, je rajouterais de l'expérience humaine sociale. L'interaction sociale, c'est si tu manges très bien mais qu'on te reçoit très mal, tu ne retourneras pas en disant que tu as très bien mangé. Voilà. Compensation. Mais en gros, proposer une offre no touristique, ça peut être très positif sur une équipe, souder l'équipe d'un domaine, pour des clients qui vont trouver ça magique, pour un territoire, parce qu'ils vont garder le souvenir du territoire. Donc, c'est un outil de motivation, et quand on est manager, quand on est chef d'entreprise comme vous l'êtes, ce sont les socioprofessionnels qui sont là, on sait que c'est par la motivation qu'on pilote le mieux une entreprise. Donc, ça peut y contribuer. Après, voilà, je pense qu'on peut peut-être, je ne sais pas où on en est de là.
Oui, il est 11h12. Il y a peut-être d'autres éléments sur lesquels vous souhaitez échanger. Oui. Moi, c'est par rapport à ce que tu disais, Géraldine, là aussi, un point important, c'est que nous, quand on travaille avec des nouveaux clients, des vignerons, ils n'ont pas toujours un storytelling à raconter en premier abord. Mais dès qu'on travaille avec eux, donc on a tout un guide d'entretien pour leur faire ressortir des choses, on est toujours très étonné parce qu'on arrive vraiment très, très souvent à sortir de belles choses. Et ça, je pense, quand je parlais de fil rouge dans ma présentation, c'est ça, c'est essayer de ressortir vraiment quel est ce petit élément que la personne va retenir et qu'elle va après communiquer, qu'elle va passer la porte du domaine. Et ça, je pense qu'il y a 1000 axes par rapport à ça. Ça peut être la vie du vigneron. On en a un, par exemple, qui est très orienté sur le sport, il fait de l'ultra-trail et tout ça. Et sa visite, il l'a construite autour du sport et de son amour pour le sport. Donc vraiment, il faut penser large et il ne faut pas hésiter à se questionner, à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant. Et vraiment, côté vigneron, il y a énormément de choses. Ça peut être, je ne sais pas, vraiment la manière dont on perçoit l'écosystème de sa vigne. Il y a 1000 choses qui peuvent être mises en avant. Et ça, c'est juste du storytelling, pour employer un terme marketing, qui est à travailler, quoi. Et vous avez plein de ressources parce qu'il y a eu beaucoup de podcasts, il y en a sur le vin. Donc, vous cherchez podcast vin, podcast œnotourisme sur Google, par exemple, et vous en entendrez. Ça vous donnera des idées, des inspirations si vous-même vous êtes en recherche de comment raconter votre histoire pour qu'elle soit waouh, quoi. Et elles sont toujours waouh. Il y a toujours quelque chose qui est super intéressant. De belles anecdotes. Exact. Bon, très bien. Merci à tous. On peut peut-être conclure je pense que ce webinaire. On n'a pas de questions. Je vais afficher tout de même le prochain webinaire. Oui, notre dernier webinaire en compagnie de Open Tourism Lab, ça sera dans 15 jours, le jeudi 26 janvier. Et là, nous serons aussi sur une thématique qui nous est chère, puisque c'est sur comment faire découvrir notre patrimoine. Là aussi, côté Bourgogne, côté du CRT, nous disposons d'un collectif patrimoine, donc je pense que Catherine, qui est responsable du collectif, sera présente à nos côtés. Voilà. Super. Merci à tous, merci Pascal, merci Jean-Yves, merci l'équipe OTL. Et puis, vous allez recevoir le lien replay et puis la présentation très prochainement. Tout à fait. On a beaucoup de merci dans le chat. Donc, merci à tous pour votre participation. Et puis, on se dit à bientôt et certainement au prochain webinaire. Et n'hésitez pas à prendre contact via le petit questionnaire. Enfin, c'est un questionnaire. Oui, tout à fait, le Google Form. Ouais. On est là pour vous répondre après, hors du live. Merci à tous. Une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.